désespoir est le compagnon de celui qui ne peut exprimer sa peine lorsque son seul ami, son confident ou sa mère n'est plus là pour l'écouter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 juin de l'an de grâce 2020. Bienvenue à cette nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux en tout cas de vous retrouver ce matin. Nous vous savons très nombreux devant vos petits écrans pour suivre justement cette édition de DBS Matin. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écrire tous les matins pour nous faire savoir que vous êtes avec nous. D'ailleurs, nous vous disons merci. Merci en tout cas pour ces messages réconfortants. Ces messages, il faut le dire, pas comme les autres. Nous vous disons merci. Tout de suite et maintenant, puisque nous sommes dans le week-end, ça il faut le préciser, nous allons passer justement les 2 heures à venir à décrypter l'information. Mais commençons déjà par la musique parce que c'est quand même le week-end et il faut à un moment donné bouger. Nous allons prendre Daré, il chante Oré Kelewa, c'est le titre de la chanson.
C'était Daré et le titre de la chanson Eric Elewa. On parle bien sûr d'amour et j'aime beaucoup parler d'amour parce que l'amour, il faut le dire, c'est beau, l'amour c'est bien, l'amour c'est extraordinaire. D'ailleurs, nous sommes un vendredi et je pense clairement qu'il y a pas mal de personnes qui vont se marier aujourd'hui. N'oubliez surtout pas le mariage depuis le moment où il est scellé et conclu est une chose à faire et non une chose déjà faite. En tout cas, ça fait sourire Alain Diop qui est déjà là. Alain Diop, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Le week-end commence bien. Absolument, vous savez que quand déjà vendredi, et puis on voit déjà le week-end, on est très content parce que... En tout cas, je dis bien ce matin, le vendredi, tout est permis. Absolument. Mange Venatius, good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Today is Friday. Today is Friday. Yes. J'espère que ça commence bien le Friday d'aujourd'hui. Certainly, certainly, Steve. Ça va bien à la maison, tout va pour le mieux. Yes, Steve, things are under control, Steve. Messieurs, si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que les événements sont enchaînés, eh bien enchaînons d'autres événements. C'est la revue de presse, la première partie, en langue anglaise avec Mange Vernatius. This Friday, June the 5th, 2020, the Guardian Post newspaper on alleged torture to death of Samuel Wazizi writes, protesting journalists confront Southwest Governor, but Okalia Bilai says Yaoundé is better placed to respond to their worries. And on anti-COVID-19 solidarity fund, government raises over 1.7 billion francs CFA. Then in the South region, the paper tells us that the security guard Vamosis with the boss's 6 million francs CFA. An outstanding management of public finances, the Treasury Director General says Cameroon is the most credible sub-Saharan African country in debt payment. The government-owned Cameroon Tribune talking of the fight against COVID-19 and school resumption, the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, while presiding yesterday the weekly interministerial meeting charged with evaluating government's strategy to fight COVID-19 pandemic, prescribed, among other things, the final putting into use of all specialized centers for the handling of COVID-19 patients in all 10 regions, intensification of the campaign for mass testing, strict respect of barrier measures and the wearing of face masks, especially in school campuses. On pages 2 to 3, Cameroon Tribune brought out the final communique of the meeting yesterday in Yaoundé. Then still talking about fighting COVID-19 pandemic, according to an ordinance signed by the head of state on June 3rd, 2020, funds in the National Solidarity Fund dedicated to minimize the pandemic stand at over 180 billion francs CFA. And the initial budget has thus moved from 4,951 billion to about 4,400 billion now. The Minister of Finance gives an explanation on pages 8 to 9 of Cameroon Tribune. We take Le Jour newspaper talking of cases of those who have recovered from COVID-19 bring their experiences on how they were healed on pages 2 to 4. The Voice newspaper talking of the death of Samuel Wazizi says there's been a tsunami of indignation as truth trickles out on gruesome murder of pressman. Rights groups, press association, civil society are set to confront government, and the paper says the transfixed regime grapples for explanation. In the editorial page, the paper writes, stop harassing, torturing and killing journalists, just like the paper raises the whereabouts of Bamenda-based journalist and wife unknown. A Senegal newspaper still on the death of Samuel Wazizi reveals the truth and says that the truth has been strangled. On page 3, the paper narrates that Wazizi was identified as the logisticians of armed groups in the southwest region, and this radio animator died in August 2019, and his family was informed of the circumstances of his death. We read that in today's edition of a Senegal newspaper on page 3. Le Messager newspaper has their focus on the funeral of Victor Fosso, talking of a macabre dance around his remains as the clan of the family led by Nikilov Maptue Fosso and a concentrated group of a larger number of children and widows
of the deceased mayor of Pete Banjun are at loggerhead. We have details on pages 4 to 5 of Le Messager newspaper. L'Economie newspaper, talking of COVID-19 Solidarity Fund, says those in charge will give an account. This is one of the issues in an ordinance modifying and completing some dispositions of the law of 24th of December 2019 on the finance law for 2020. Mutation newspaper takes an interesting angle this Friday, looking at how couples are surviving during this pandemic period. Read the story on pages 4 to 5 for details. Out of Cameroon, we begin from Nigeria with the Guardian newspaper that predict an unusual religious gatherings in Lagos when the millions of worshippers finally return to their centers of diversion in 2 weeks' time. The paper tells us that the Lagos state governor announced the lifting of the ban on religious gatherings yesterday following the 2-month abstention aimed at stemming the spread of COVID-19 pandemic. In South Africa, the Sowetan Live newspaper reports that the number of COVID-19 cases had increased to 40,792 as of Thursday, with a total death toll of 848 people. The information was given by the health minister yesterday, Thursday. We go over to East Africa in Zimbabwe with the Herald newspaper that tells us that the ZANU-PF party yesterday warned ministers and officials deployed by the government to work as a team and stop unnecessary bickering on social media, as this affects the cohesion of the party. Talking to journalists at the party headquarters on Wednesday, ZANU-PF acting spokesperson said the Revolutionary Party was firmly behind President Mnangagwa's decision to relieve former Deputy Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services of his duties. We end with the New Times newspaper in Rwanda, Steve, that tells us of President Paul Kagame, who has said that the world cannot accept the new coronavirus pandemic to cause double damage, calling on leaders from different sectors to support efforts aimed at developing needed vaccine. Steve, those are some of the information we could have from newspapers in Cameroon and in Africa. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous avez d'ailleurs eues ce matin. On parle bien sûr de ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite. On va également retenir la grande une de Essingan ce matin, la vérité étranglée. On parle bien sûr de la mort de Samuel Ouazizi, notre confrère, il faut le préciser, qui est mort. On cherche toujours en tout cas à connaître la vérité sur les circonstances de sa mort. Et le messager, il faut le préciser également, qui fait sourire d'ailleurs Alain Diok. On parle de la danse macabre même autour de la dépouille de Victor Fotso. Ça a fait titre d'un très bon roman d'ailleurs. Allons-y à l'en français cette fois-ci avec Alain Diok. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui s'intéresse justement à la lutte contre le Covid-19 et la reprise des classes. Les directives du Premier ministre en effet président hier la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté a notamment prescrit la finalisation de la mise en service des centres spécialisés de prise en charge des malades du Covid-19 dans les régions, l'intensification de la campagne de dépistage massif en vue d'une prise en charge rapide des patients, le respect strict des gestes barrières et le port du masque pour tous dans les campus scolaires et universitaires. La mise à disposition des kits sanitaires dans les établissements, surtout dans les zones rurales. Dans le journal, lire l'intégralité du communiqué de presse du secrétaire général des services du Premier ministre. Le quotidien Mutation évoque ce jour l'amour avec le virus. Comment ça se passe en couple en cette période de pandémie? Le quotidien Le Jour donne plutôt la parole aux anciens malades du coronavirus. 7 témoignages au total. Il s'agit justement d'Anissa Kane, Marie-Françoise Ewolo, Wilfried Eteki, Faustin Dikam, Achille Choussa, François Bimogo et Nga Medja. Concernant justement la mort de notre confrère Samuel Ouazizi, le journal Essingan parle de la vérité étranglée. Selon le journal, identifié par les autorités camerounaises comme un logisticien des groupes armés au sud-ouest, celui qui était également animateur radio est décédé en août 2019 et sa famille, informée des circonstances de sa mort, nous renseigne le journal Essingan de ce matin.
Les gestionnaires du Fonds de solidarité rendront compte, nous informe le journal de l'économie de Thierry Ekouti. C'est entre autres ce qui ressort justement de l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant loi des finances du Cameroun pour l'exercice 2020. Elle a été donc rendue publique le 3 juin 2020. Tout de suite le Gabon avec le journal L'Union qui barre à son pied de une. Comment sauver l'année? Les 27 et 28 derniers, le ministre de l'Enseignement supérieur, chef d'établissement, syndicat d'enseignants et mutuelles d'étudiants se réunissaient donc pour s'accorder sur les modalités de reprise des activités pédagogiques pour clôturer l'année académique. Mais voilà le SNEC qui a fait hier, lors d'un point de presse, de ses réserves posant justement des conditions à tout redémarrage, nous renseigne donc le journal L'Union du Gabon. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous renseignent que la BAD octroie plus de 13 millions de dollars à la CEMAC. La Banque africaine de développement vient donc d'accorder plus de 13 millions de dollars aux États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour soutenir les efforts en matière de lutte contre le Covid-19. À R de Congo, le courrier de Kinshasa évoque justement le protocole du docteur Jérôme Mouyangi qui sera bientôt soumis aux essais cliniques, a fait savoir le ministre de la Recherche scientifique dans une correspondance datée du 2 juin adressée à l'intéressé. Ce dernier a donc été instruit de présenter rapidement son dossier à la dite commission afin de procéder aux essais cliniques. Tout de suite la France avec le journal Le Monde qui parlait justement du président Trump face à la réprobation des militaires en suggérant le recours à l'armée face aux protestations contre les violences policières. Donald Trump a sémé le trouble dans l'instruction militaire. L'ex-secrétaire à la défense a publié une tribune incendiaire l'accusant de diviser le pays. Le journal Le Figaro évoque Macron qui consulte pour fixer le cap de l'après-crise. Après avoir reçu les présidents de chambre, le chef de l'État français a convié jeudi les partenaires sociaux. Il présentera donc après les municipales sa feuille de route pour une nouvelle ère. La suite, c'est avec le journal catholique La Croix qui s'intéresse justement à l'aéronautique qui veut résister aux trous d'air à Toulouse et dans toutes les régions de l'Occitanie. Les entreprises du secteur aéronautique donc affrontent de brutales chutes de commandes mais cherchent justement à rebondir. Terminons par le quotidien sportif L'équipe qui donne la parole à Luis Fernandez qui ne mâche pas les mots sur la politique fédérale de Noël Le Graët. Sans être candidat à sa succession de l'actuel président, il milite pour une liste qui permettrait donc en mars 2021 aux anciens internationaux de peser davantage sur la gouvernance du football français. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse. Nous ne le dirons jamais assez. Le reste, c'est un kiosque ou chez votre marchand de journaux. En tout cas, la grande une du quotidien sportif, L'équipe, on peut voir d'ailleurs Jean Tigana derrière et sans oublier bien sûr Fabien Barthez. Absolument. Justement gardien de but lors de la Coupe du Monde de football, 1998 d'ailleurs qu'il a remporté. Il faut que la France avait remporté. Messieurs, jusqu'à peu de contre, on parle toujours de Wazizi. On nous fait savoir d'ailleurs avec Essingan ce matin que la vérité a été étranglée. Ce dernier a été trouvé mort. C'était en août 2019, mais on en parle seulement aujourd'hui en juin 2020, ça fait déjà pas mal de temps. Actually, Steve, when I read this article here at a Sengang newspaper, I was surprised and I was asking myself, because the paper is saying with some authority that the truth had been strangled and saying that Wazizi died from August 2019 and the family was informed of the circumstances of his death. And then we are getting it in June 2020, 10 months after. What happened? Why did the family conceal the information? And what happened that the information is coming out today? So when I read this article, I was saying that, actually the truth has been strangled because we need something more than what we already have. We need something more than what we already know. There is still much to be known. Because we cannot know why he died, and the paper specified that the family was aware. The family was informed of circumstances that led to his death. And because the world was just aware of it about 2-3 days ago, and people were of the opinion that he was killed just a few days ago. But then when I put this information and what had happened, I cannot understand how the state would convene court sessions of somebody who had died
whom the family was already informed of, and about 2-3 court sessions were already confirmed, were already convened, and lawyers would go there, tabled habeas corpus, asking for his release. But then he had already died. So I don't see, when I put the two information together, I just said, the truth has been strangled, actually. Justement, en tout cas pour nos confrères de Essingan, la vérité a été étranglée parce que c'est quand même un peu bizarre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé en quitte de août 2019 à juin 2020 alors qu'on sait pertinemment que l'homme est mort depuis et que sa famille était au courant? Qu'est-ce qui n'a pas marché comme on dit son au quartier? Steve, ça paraît un peu en rire, mais plutôt on pleure. Parce que justement, il y a trop de manipulation et d'instrumentalisation aujourd'hui au Cameroun. Il faut le dire parce que aujourd'hui, il faut toujours avoir des réserves quand il y a un sujet d'actualité. Vous savez, il y a des gens qui veulent mettre tout le temps le Cameroun en avant, négativement, au devant de la scène, sur des affaires comme celles que nous sommes en train de parler. Je ne sais pas pour quel but, simplement pour montrer qu'au Cameroun... Le Cameroun marche très mal. Marche très mal. Je crois que c'est on a souvent l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent réellement que ça marche mal. Ça marche mal. Ils sont très contents en tout cas. Mais très fiers. Là, oui. Très heureux. Je pense qu'aujourd'hui, la sortie du journal Essingan nous le démontre à suffire que justement, il y a des gens qui sont en train de tirer les marrons du feu. Maintenant, je ne sais pas pour quel but, certainement les buts politiciens. Obscurs, hein, très obscurs d'ailleurs. Obscurs et politiciens, je ne sais pas trop. Mais il se trouve que s'il est avéré que notre confrère est décédé depuis 2019, je pense qu'il faut que les gens essayent de... Que ce soit même celui qui prend le président de l'AJSC, que ce soit même tous ceux qui se mobilisent, les forces vives, la société civile, qui sont en train de se mobiliser sur l'action. Je pense que tout le monde est manipulé. Vous voyez à quel niveau une information peut manipuler toute l'opinion. Je crois que il faut qu'on essaye de redescendre sur terre et savoir que oui, le Cameroun, ce n'est pas un paradis, mais ce n'est pas non plus de l'enfer. Non, je pense que ce matin-ci, si je dis bien que si c'est avéré que c'est vrai qu'il est mort depuis 2019. Et que sa famille était au courant, il faut le préciser. Et que sa famille est au courant parce que le journal précise bien. Et vous voyez le choix des mots, c'est très important. Nous qui avons fait un peu le droit, le choix des mots, c'est très important. Donc je pense que nous sommes là dans une affaire où on ne comprend ni la tête ni la queue, mais toujours est-il que la vérité va sortir au grand jour. Le problème maintenant, c'est qu'il y a une vague d'indignation. Ça, il faut le préciser également. C'est un de nos confrères également qui le faisait savoir d'ailleurs ce matin. The Voice, on parle d'un tsunami d'indignation justement à propos de cette affaire de Samuel Ouazizi. Actually, you get, like Jackson was saying, rights group, press associations like the SNJC, Kamasej, and other social activists. They are mobilizing to confront the government. That is what the Voice newspaper is telling us, to confront the government, to give out the truth, to tell us where Ouazizi died. Because as of yesterday, we were still informed that he died, according to a report that we had from a local television station, which means he died around, the information that is circulating is he died around the second. Quand j'ai entendu qu'il est mort, je me dis, ça fait pas une semaine. Around the 2nd or the 3rd of this month. That was practically around Wednesday, Tuesday, Wednesday, that the information. Mais que d'autres informations arrivent depuis hier pour nous faire comprendre qu'il est mort depuis août 2019. That is what Essingan is telling us, and that is why, like Jackson is saying, if that is the fact, then I think that... Nous voulons justement connaître la vérité. That is it. I think that we should hold on and then get to know, because the family should be brought to, you should be brought to book, because you cannot have an information, you conceal the information, and you lead the whole country into this kind of, they are talking of a tsunami of indignation. Not only in Cameroon, coming from Cameroon and abroad. So it means the family is in complicity with the authority because they knew that he died. The family knew that he died already and did not inform any other person. Le problème également, c'est que nos confrères de Essingan font savoir que la famille est au courant des circonstances même de la mort. That they were informed. Les circonstances de la mort, c'est pour ça que je vous parlais des choix des mots. Yes. Les circonstances de la mort. Ils étaient informés. Yes. Ils étaient informés et ils savent de quoi il était question, de quoi il est mort, et ils sont restés muets. Fils. That is the Ils point. sont restés muets. They were quiet. Et pourquoi l'affaire rebondit seulement maintenant? C'est donc ça signifie qu'ils sont au courant et que les autorités également qui sont concernées sont également au courant. Qu'est-ce qu'on cache finalement? That is the point. When his colleagues of the profession went to the governor's office yesterday, Governor Kalia Bilai, like the Guardian Post is saying, actually said it is Yaoundé that is better placed to respond
to their worries because the governor specified that Wazizi did not die in the southwest region, which means he was arrested and then transferred to Yaoundé, and he died in Yaoundé. That is why the governor insists that it is Yaoundé who is better placed to give answers to their worries. Absolument. Yes. C'est là-bas où on peut leur donner la bonne réponse parce que il n'est pas mort in Boya. Donc c'est normal qu'il les renvoie du côté de Yaoundé pour essayer d'avoir plus d'explications concernant. Pendant ce temps, messieurs, le quotidien Le Messager a noté la danse macabre autour de la dépouille de Victor Fotso. Oui, depuis un certain moment, vous savez que la famille ne s'entend pas sur un certain nombre de choses. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Et le journal estime que c'est une danse macabre, c'est-à-dire que c'est quand même un patriarche. Je crois que quand il y a même... un patrimoine qui s'en va, et puis pendant ce temps, les gens sont en train de s'amuser comme ça. Tout ce que vous pouvez dire. Je crois que partout, j'en connais justement des familles comme ça qui aujourd'hui ne s'entendent plus par rapport au bien laissé. La famille ne sont pas prises au parti. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que quand des hommes ne peuvent pas, on ne peut pas toujours s'entendre. Mais on peut le faire de manière un peu restreinte, c'est-à-dire ne pas mettre à la place publique justement comment est-ce que vous êtes en train de repartir l'héritage de votre papa. Je crois que c'est aussi indécent de le faire. Maintenant, si la famille... Il n'est pas encore enterré, hein, il n'est pas encore... Oui, il n'est pas encore enterré, mais... Vous dansez autour de sa dépouille déjà. Oui, il faut savoir... Et ça aussi, je crois que j'ai eu la chance de rencontrer un vieux papa qui m'avait révélé quelque chose. Il me dit, mon fils, moi j'avais 2 femmes. Mais je vous conseille d'avoir une seule femme. Pourquoi? Il me dit que parce que quand les femmes viennent avec plusieurs enfants, c'est vrai, ils ont le même père. Parfois, ils peuvent avoir le même père, parfois 2 pères. Et quand plusieurs sangs se rencontrent... Oui, il m'a dit ça. Il me dit que... Et quand plusieurs sangs se rencontrent, ça fait gaffe dans la famille. Il me dit, il faut avoir une seule femme. C'est important parce que là, tu es sûr que c'est toi-même. Et en ce moment, même s'il y a des malentendus, vous pouvez enfin, même s'il y a des malentendus, parce que ça ne manque pas, mais vous allez finalement vous entendre. Le problème est le suivant, c'est que même quand on a une seule femme, les enfants peuvent devenir très rebelles et ne pas s'entendre. Ça veut dire qu'il y a des intrus là. Ça veut dire qu'il y a des intrus. Et j'en connais dans des familles, vous avez le même sang, mais... Ça veut dire qu'il y a des intrus. Vous êtes des ennemis publics. Des gens qu'on a pris ailleurs et puis ils sont des membres de la famille. Parfois, on a l'impression que certaines familles sont dans le Far West. Absolument. Steve, I think we have this. We have a duty. We have a duty to also educate and raise awareness of certain societal issues that we have in our community. This issue of families settling their scores openly, like you say, money has tended to be the source of discord for many families. I think that this is not the first time that we hear of this rich people. Yes, these rich people dying, and then the wealth they would have labored for, worked for throughout their life, become a source of problems to their family. We have had cases, and there are still cases where you hear families already in court in dispute of the heritage left by their father. I think it is not only with a polygamous family. We still have people from a oui, même dans la monogamie, ne vous inquiétez pas, il y a tous les mêmes problèmes. And I think that there is an English adage that says, you don't wash your dirty linens in public. You don't wash them in public, wash them right in the house. I think it is high time that we understand that in our African, families, once there is any problem, let us hide it. It should not go out into the public. Let us hide it and know how to settle it. We can settle it in the house and not outside. Absolutely. Because so many people want to see it and they will be happy seeing the family disintegrating because of what somebody labored for alone. Monsieur, n'oubliez surtout pas l'argent. L'argent, c'est très bien divisé. Absolument. Mon vieux voulait me dire qu'on a moins de problèmes quand on est monogame. Par contre, on a plus de problèmes quand on est polygame. Bon, allez savoir en tout cas. J'espère que vous serez monogame. Ça, je ne sais pas encore. Ah, vous ne le savez pas encore, vous le dites à Mondovision. C'est pas mauvais. En tout cas, moi, je suis... bon. Je respecte tout le monde. À vous aussi pour le moment. D'accord. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au plaisir de vous retrouver justement lundi prochain. On se retrouve tout à l'heure à la rédaction. Passez une bonne journée, messieurs, et à tout à l'heure. Tout de suite et maintenant, nous accueillons la chronique avec Hervé Moukouri.
Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci, c'est gentil. La nuit a été? Très bien, oui. Le week-end commence bien, j'espère. Hein? Oui, assez bien. C'est vrai que les charges s'accumulent, mais ça va. D'accord, on sait quand même qu'on pourrait prendre une belle petite bière après. Surtout que c'est vendredi. Surtout que c'est vendredi. Bière, comme on le dit très souvent dans le jargon, bien tapis. Bien tapis. Eh bien, la mort du journaliste des suites de sévices, il faut le dire comme ça, à l'hôpital militaire de Yaoundé suscite une vague de réactions. C'est l'objet de votre chronique d'ailleurs de ce vendredi. Samuel Aboué Adjeka, Samuel Ouazizi, journaliste entre guillemets torturé. Sur la tombe de ce confrère, l'épitaphe sera sans doute rédigée en rouge sang. La disparition dans des conditions troubles de cet homme de médias exerçant dans la ville de Buea, région du sud-ouest, dans une chaîne de télévision locale, est éprouvante, choquante, apeurante et même inquiétante pour nous autres journalistes. Samuel Ouazizi a été interpellé dans le chef-lieu de la région du sud-ouest le 13 août 2019 par la police de Mouya, c'est toujours dans cette région, pour soupçon, disons bien soupçon, de complicité avec des séparatistes qui sévissent dans les deux régions que sont le nord-ouest et le sud-ouest. En fait, le journaliste était accusé d'avoir tenu des propos critiques sur une chaîne de privée locale à l'égard des autorités et de leur gestion de la crise dans les régions anglophone du Cameroun. Dites-moi au Cameroun combien de personnes célèbres ou anonymes condamnent sans cesse la gestion de cette crise dans le pays sans être inquiétés. Pour avoir dit tout haut ce que bon nombre de frères anglophones disent tout bas, Samuel Ouazizi a été remis entre les mains donc du 21e bataillon d'infanterie de Buea par la police de Buea et par la suite il a été transféré du côté de Yaoundé. Les militaires qui trouvent que tout séparatiste ou présumé complice de séparatistes est un ennemi qu'il faut absolument neutraliser ont donc soumis notre confrère à une sorte de torture et à des sévices qui ont impacté sur sa santé qui par la suite s'est dégradée. Il a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital militaire de Yaoundé, nous dit-on. Alors, dans la coopération, la mort de Samuel Ouazizi est une autre flèche empoisonnée qui vient ainsi se planter dans un cœur meurtri. Il faut le dire, c'est inadmissible qu'aujourd'hui encore, un journaliste perde la vie au Cameroun pour soupçon de complicité avec des séparatistes. Pire, ceci après des sévices. Samuel Ouazizi exerçait un métier qui reste, il faut encore le reconnaître, au Cameroun, dangereux pour ceux qui ont une liberté de ton, pour ceux qui n'ont pas d'acquaintance avec le régime de Yaoundé, pour ceux qui critiquent vertement, pour ceux qui veulent faire bouger les lignes pour que le Cameroun sorte de ces crises qui le minent, de l'animosité qui gagne du terrain et surtout de la gestion tatillonne de l'État. Le régime de Yaoundé n'a déjà pas bonne presse, il faut le reconnaître, une presse qu'il cherche de plus en plus à museler encore ces derniers temps à travers des arrestations, des intimidations, des menaces, des harcèlements et même des agressions. Pas bonne presse, musellement de la presse et arrestation, torture, entre guillemets à mort, des hommes de presse. Yaoundé doit éviter cela tout simplement. Pour tenter de faire bonne figure, et cela est encore possible, et surtout marquer son attachement à la liberté de la presse, le pouvoir de Yaoundé doit absolument faire la lumière sur la mort de Samuel Ouazizi, considéré parmi les crimes crapuleux de ces derniers temps, pour que tout au moins justice soit rendue. Oui, justice soit rendue parce que Samuel Ouazizi était avant tout un être humain. Nous lisons par-ci et par-là qu'il était le logisticien des séparatistes et se cachait sous l'étiquette de journaliste et que sa famille était bien au courant de sa mort depuis août 2019 à l'hôpital militaire de Yaoundé. Mais ceci ne justifie pas les raisons d'une torture à mort ou d'une mort aussi brutale. Les journalistes anglophones, faut le reconnaître, sont sur la ligne des mires dans le collimateur du régime de Yaoundé. Question, doivent-ils garder le silence devant une crise qui ne cesse de perdurer et qui touche d'abord les leurs? En tout cas, nous allons répondre à cette question. Non.
Ok. Nous dirons justement non. Mais là, c'est quand même un peu... on ne comprend pas. Le problème, c'est que l'affaire ne ressort que en ce mois de juin 2020. Alors que le journaliste est mort depuis août 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette affaire. Mais je reste dans ma posture de journaliste et dans notre métier. Il faut d'abord protéger ou alors d'abord prendre la position d'un confrère, quitte à ce qu'entre nous, on fasse ça. On ne vous cache rien. Hein, c'est un principe dans le métier de journaliste. Alors, je ne pourrais pas chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, la famille est-elle vraiment au courant et Bon, par la suite, ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques années, la vérité finira par ressurgir. sans Mais doute. pour l'instant, les Camerounais et surtout pas mal de personnes veulent connaître la vérité. Oui, mais qu'ils prennent leur mal en patience parce que le pouvoir de Yaoundé est très stratégique, surtout par rapport à des affaires aussi sensibles qui touchent surtout des localités comme le nord-ouest et le sud-ouest qui puissent nous garer journalistes. Là maintenant, il est question de prendre du recul. Vous allez certainement voir le ministre de la Communication monter au créneau, apporter des éléments de réponse ou encore un peu plus de lumière sur cette affaire. Déjà, je crois que notre confrère Venasius le relevait fort opportunément il y a quelques instants. Une délégation du Kamasej s'est rendue de côté, est allée rencontrer le gouverneur de la région du sud-ouest, c'était hier, qui lui a dit non, bah, c'est pas Si vous voulez la vérité, vous n'avez qu'à aller à Yaoundé. Donc, tout se passe du côté de Yaoundé comme toujours. Prenons donc nos mal en patience. Peut-être on saura davantage. Peut-être on nous dira que la famille a reçu le corps, elle a enterré paisiblement. Et là, nous en voudrons là aussi quelque part à la famille. On ne va pas également oublier qu'il y a également une autre macabre affaire comme ça qui ressurgit. Parce que quand on voit le cas de Samuel Ouazizi, on pense également à Bibi Ngota il y a quelques années aujourd'hui. Bibi Ngota et bien d'autres qui ont disparu et qu'on peut-être on n'en a même pas parlé ici, mais celle de Bibi Ngota, là aussi c'était parce qu'on menait des enquêtes et derrière tout ça il y avait une petite, j'allais dire entre guillemets encore une petite de mafia, mais toujours est-il que pour aucune raison Yaoundé n'a intérêt à faire en sorte qu'un journaliste meure, surtout soit en prison ou alors à la suite des sévices. En tant que journaliste, on a toujours tendance à se protéger les uns les autres, mais admettons quand même nous sommes dans une enquête, il peut s'avérer également que nous ne fassions pas toujours de bonnes choses. Ça c'est clair, il y en a qui supportent Yaoundé, qui sont derrière Yaoundé, qui émargent à Yaoundé, il y en a qui émargent chez les séparatistes. Chaque journaliste aujourd'hui, très peu de journalistes sont comme... peut-être vous, et nous, enfin, en attendant que peut-être je puisse être également. Non, ne vous inquiétez pas, le fusil ne doit pas changer d'épaule. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire ce métier, alors ne vous inquiétez pas. Mais il faut reconnaître que de plus en plus, il y a très peu de nos confrères font preuve de neutralité, ce qui est encore de plus en plus aussi difficile aujourd'hui, il faut le reconnaître. Alors, il faut choisir son camp. Si on dit qu'on est avec les séparatistes, maintenant, face à la, n'est-ce pas, à la dure réalité, il faut assumer. Mais de là à ôter la vie de quelqu'un de cette manière, je crois que c'est inadmissible. Tout en espérant d'ailleurs que la vie a été ôtée. Ça encore, il faut aller jusque-là. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand Essingang vous dit déjà que c'est le cas, et quand il y a des presses ici, des journaux ici, quand ils vous disent déjà que c'est le cas... Essingang nous a fait savoir clairement que la famille était au courant des circonstances de la mort, justement, de leur fils, Samuel Ouazizi. Pour l'instant, nous allons en tout cas voir ces informations. L'affaire a commencé, je crois, ça a commencé... Depuis le 2 juin. Depuis le 2 juin, Yaoundé aurait tout simplement pu réagir en disant que voici... 10 mois après, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Qui a fait ressortir justement ce dossier du placard? Ça, c'est la grande interrogation. La grande interrogation, vraiment. Merci beaucoup, Eve Mokoui, d'avoir été là ce matin. Merci. Pour votre chronique. Et on vous souhaite de passer un bon week-end et surtout une bonne bière bien tapée, comme vous l'avez dit. Ça vous aidera. Tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, nous entrons dans le débat. Et nous
nous entrons justement dans le débat ce matin. Mes invités sont là justement. Bertrand Tatinda, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Steve. Merci de m'avoir invité. Content d'être là. Comment va la famille? Ça va, tout le monde va bien. Les choses avancent bien. C'est le vendredi. Vous savez, le vendredi a toujours été une journée pour moi, comment je vais dire, où j'aime rien faire. J'aime me sentir bien. J'aime mettre une cravate. Voilà, donc je suis content d'être là. C'est bien. Le nouveau-né va bien également? Ouais, il va bien. On espère bien que toute la famille va bien. Elle va bien. Ah, d'accord. Eric Pepin Mikaï, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour à Bertrand que j'ai plus revu depuis 2 semaines maintenant. Et bonjour à l'ensemble des copains, à ceux que vous allez présenter tout à l'heure. Mais surtout bonjour à vos téléspectateurs. Ceux qui ne sont pas encore sortis sont scotchés sur le petit écran. Et à ceux qui sont sortis, forcément, ils vont revoir l'émission à 20h30 en rediffusion. Merci beaucoup, en tout cas, de le rappeler à nos téléspectateurs. Albert, Anatole, ici, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve, je salue les téléspectateurs de DBS ce matin. Permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à monsieur Jean-Ernest Massinanga-Labibé qui a perdu sa maman cette semaine du côté de Yaoundé à l'hôpital général, des suites d'une longue maladie. Mon coup de gueule de ce matin, Steve, ça s'articule autour d'un problème qui semble anodin, mais qui a déjà un ancrage sérieux dans notre société. De plus en plus, les Camerounais ont un problème avec la courtoisie, la politesse, surtout l'humilité et la reconnaissance. C'est vrai que les Saintes Écritures nous indiquent qu'il est bon de donner que de recevoir. Oui, je voudrais bien qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais sauf que nous avons tendance à croire que la personne qui sollicite notre charité, il se met non pas dans une posture d'humilité, mais surtout de suffisance. Et quelquefois d'arrogance. C'est-à-dire, quand bien vous avez la grâce de lui rendre ce service, il ne se sent pas obligé de vous remercier, ou bien de témoigner cette reconnaissance qui peut certainement vous satisfaire moralement. Quelquefois, vous êtes surpris, qui vous indique mais attends, s'il s'agit d'un transfert, par exemple, de mobile money, il vous dit mais donc tu as seulement envoyé ce qui t'est demandé là. Et s'il s'agit d'un transfert de crédit, il faut que c'est vous qui appeliez pour vous rassurer qu'il a effectivement reçu. Ça pose quand même un problème. Tout comme et les mêmes gens, très souvent, ils nous cassent du sucre sur le dos ou quelquefois ils nous savonnent la planche. Donc je pense qu'il faut véritablement amener les Camerounais à être reconnaissants. Et puis chaque fois lorsque vous demandez un service à quelqu'un, il n'est pas obligé de vous le rendre. Ce n'est pas une obligation qu'il vous rende ce service. Et quand bien vous rendez ce service vous est rendu, vous avez le devoir, la politesse, le devoir moral d'être reconnaissant, parce que la Bible demande d'être reconnaissant. Et je voudrais leur dire que, effectivement, lorsqu'on vous rend service, apprenez à dire merci. On vous a compris, Albert Anatole, ici, mais également, il faut que vous sachiez également, quand vous donnez la main droite, il ne faut pas que votre main gauche soit également au courant. Et c'est autant que la main qui donne est aussi au-dessus de celle qui reçoit. Oui, on est d'accord avec ça, mais n'oubliez surtout pas que quand on donne, à un moment donné, il faut donner avec libéralité, ne pas penser à ce qui va se passer après. Et même quand on vous casse le sucre dans le dos, encore quand vous savons de la planche. Ça peut leur faire des blocages. Moi, là, je parle en tant que chrétien. D'accord. Messieurs, on vous a compris. On a compris également Albert Anatole ici pour son coup de gueule ce matin. Ce matin également, nous allons nous intéresser à l'Afrique. Black Lives Matter. Le problème de l'Afrique n'est-il pas les Africains eux-mêmes? C'est notre grande interrogation de ce matin. Messieurs, l'état malheureux de l'Afrique aujourd'hui est exactement celui que les Africains eux-mêmes ont voulu. Au jour où les Africains voudront une Afrique bien meilleure que celle que nous avons aujourd'hui, ils l'auront. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'Occident, quant à lui, ne fait qu'en profiter. Dans la vie, il semble que les ennemis sont plus nombreux que les amis. La différence, c'est que les amis apparaissent au grand jour, tandis que les ennemis, un ou deux seulement peuvent se manifester. Mais attention, un seul ami qui se manifeste peut être la partie visible de l'iceberg. Des millions d'autres agissent dans l'ombre. L'Afrique a ainsi des ennemis diurnes et nocturnes, et parmi eux, ses propres fils. Là où les Occidentaux s'unissent et font bloc, les Africains sont toujours divisés. C'est comme si, en Afrique, sur le continent noir, tout est fait pour nous diviser. La gestion, les élections, l'argent, les frontières, tout nous divise. Même nos noms portent toujours
la division. Nos noms portent toujours le tribalisme. Hutu, Tutsi, Imbonerakure, Pygmée, Bantou, Touareg, Seleka, Antibalaka, Peul, M23 Zulu et bien d'autres encore. Ce sont les identités de division. C'est pourquoi le fameux projet des États-Unis d'Afrique n'a jamais vu un début de concrétisation. Ça, il faut le dire. Le jour où l'Afrique dépassera définitivement ses identités tribales, c'est alors qu'elle sera prête à décoller. Souvent, nous accusons l'Occident à tort, alors que c'est nous-mêmes, il faut le dire, c'est nous qui sommes en somme, il faut le dire, à l'origine de nos maux. Nous avons détruit nos pays et nous bradons les nombreuses richesses de notre continent. L'Occident, quant à lui, ne fait qu'en profiter. Par exemple, quand nos dirigeants détournent des deniers publics jusqu'à vider les caisses de l'État, est-ce sur ordre des Occidentaux? Quand les agents et fonctionnaires dans nos pays sont impayés depuis plusieurs mois, dites-moi si ce sont les Occidentaux qui ont dit à nos dirigeants de ne pas les payer. Quand nos routes sont en si mauvais état depuis l'indépendance, quand les murs de nos hôpitaux n'ont jamais été repeints depuis 15 ans et que dans ces hôpitaux on ne trouve même pas une seringue, c'est toujours les Occidentaux. Pouvez-vous nous dire si ce sont les Occidentaux qui interdisent l'eau potable et le courant à la population? Laissez les Blancs tranquilles, j'aime le dire, c'est l'Africain qui est mauvais. Jamais en Occident, vous ne verrez un candidat à la présidentielle prendre les armes contre son rival pour avoir perdu l'élection. Mais l'Africain le fera sans ménagement et versera le sang innocent. Sans culture de fair play, il revendiquera une victoire dans une élection dont il sait qu'il n'est pas le gagnant. Il le sait fort bien. En fin de compte, il intoxiquera les jeunes déjà trop analphabètes et leur donnera des armes. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Il faut le dire, on a souvent honte de ces Africains qui, arrivés en Europe par l'immigration légale ou encore clandestine, oublient immédiatement leur origine et ne veulent plus entendre parler de l'Afrique. Ces immigrés africains passent leur temps à admirer les infrastructures et les bonnes conditions, il faut le dire, de la vie en France, en Europe, alors qu'en Afrique, leur propre pays pourrissent. Ils aiment moissonner là où ils n'ont même pas semé, se glorifier de ce qu'ils n'ont pas construit. Pour nous montrer combien c'est beau en Europe, ils se font photographier au pied ou encore au bas de la tour Eiffel. Et ils nous envoient des photos comme si c'est tout ce dont nous avons besoin. Ils oublient que si l'Europe est devenue si belle, c'est parce que les Européens ont dû rester chez eux et travailler dur pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Dans le cas contraire, venir carrément voler les richesses sur le continent africain et les ramener justement sur leur sol. Mais les Africains, au lieu d'en faire autant chez eux, ils émigrent. Et leurs propos, je m'en fous des raisons qui les poussent d'ailleurs à partir. Pourquoi les meilleurs cerveaux africains vont à l'étranger où déjà il y en a d'autres en surnombre? Qu'est-ce qui va rester à l'Afrique dans les décennies à venir? Certains sont en Europe avec pour tout travail laver les morts. Ça aussi c'est bien. Alors qu'ils ont des diplômes et ont laissé des emplois dignes dans leurs pays respectifs. Qu'est-ce qui les a fait voyager? Là encore c'est une question. Et ceux-là même qui sont restés en Afrique comme dirigeants, qu'ont-ils fait? Ils ont pillé leur pays et placé leurs biens mal acquis en Occident. Ils ne trouvent aucun inconvénient à devenir illicitement plus riches que leur État. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'Afrique profonde n'est que ravin, routes trouées, famine, guerre, analphabétisme. Voilà ce que nous léguons aux générations futures. Messieurs, pitié. Voilà justement le tableau peint de l'Afrique. Et on dirait quelque part que l'Afrique et les Africains, il faut le dire, n'aiment pas leurs frères. Quand ils leur voient briller, tout de suite, il faut tout mettre en œuvre pour le faire redescendre. Quand ils le voient briller, il faut tout mettre en œuvre pour l'assombrir. Quand il veut avancer, ils sont plusieurs encore qui vont à gauche et à droite. Et parfois, la seule solution, c'est de tuer leurs frères, alors qu'ils pouvaient profiter. Certains se croient chefs de tous les chefs dans les familles. En fait, quand quelqu'un meurt, la seule chose qu'ils attendent, tant qu'ils ne sont pas là, eh bien, le corps ne sortira jamais de la morgue. Bertrand Tatinda, voilà l'Afrique d'aujourd'hui. On dira, est-ce que réellement l'Afrique pourra se relever quand on sait que les Africains eux-mêmes ne veulent pas voir cette Afrique se lever? Disons que l'Afrique pourra se relever. C'est un peu, quand j'ai écouté en fait votre liturgie en fait de problèmes ou de qualificatifs sur l'Afrique, c'est comme ça que France 24 présente l'Afrique. C'est comme ça que TF1 présente l'Afrique. Pourtant, c'est la réalité. Ça dépend de comment on pense que ce soit la réalité.
Il y a deux choses en Afrique. Déjà, l'Afrique n'est pas un continent relativement développé. Oui. Je ne suis pas convaincu que parce qu'on vit véritablement au milieu des tours, on est heureux. On pourrait dire la même chose et trouver des maladies honteuses. On peut faire une émission ici, je vous parle des maladies honteuses de l'Europe occidentale. Justement. Qui est arrivée, comment je vais dire, à bout de ce qu'ils ont appelé le développement. D'ailleurs, ils se posent de plus en plus de questions de savoir si leur mode de société, leur mode de vie, si leur alimentation, si leur état de santé, si même les dirigeants qui arrivent à la tête de leur pays arrivent et peuvent encore réussir à les rendre heureux. Il y a beaucoup de problèmes en Europe. Quand on regarde l'Afrique, vous savez, vous êtes en quelque sorte le fruit de votre construction. Oui. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte à l'image de votre éducation. L'Afrique, n'oubliez pas, aucun continent dans le monde n'a subi les abominations, les crapuleries, les crimes comme l'Afrique. Vous ne pouvez pas vous relever de ça, comme on va dire que sur un claquement de doigts. Je vais plus loin. Le simple fait aujourd'hui, moi, de m'habiller en costume, c'est la conséquence des crimes que l'Afrique a connus. Oui. C'est-à-dire que dans des actes que nous posons tous les jours, en fait, nous sommes un peu, comment je vais dire, que le reflet de ces grandes crapuleries. Je vous prends un exemple. On va dire, oui, l'Afrique pleure sur l'esclavage, mais aucun peuple, le peuple européen, ne l'a pas connu. C'est-à-dire que 400 ans avant ça, vous avez ce qu'on appelait l'esclavage arabique. Après ça, l'Afrique va avoir, comment je vais dire que, et qu'est-ce qui a été l'esclavage? Ça a été véritablement de vider l'Afrique de ce qu'on va appeler de ses bras, ses cerveaux, sa jeunesse, sa santé, son dynamisme, son invention, sa culture pendant 400 ans. Je ne parle pas de ce qu'on va piller en termes de biens matériels. Je parle de ce qu'on appelle la ressource humaine. Le développement, c'est la ressource humaine. Ce sont les cerveaux. On les triait. On les sélectionnait en fonction du nombre de dents. On les mettait dans les cales de bateau. On faisait apparier des frères avec leurs sœurs. Voilà ce que l'Afrique va vivre pendant 400 ans. C'est ce commerce-là qui va financer ce qu'on va appeler le commerce triangulaire. C'est ce commerce-là qui sera à la base de la révolution industrielle. C'est ce commerce-là qui va enrichir l'Europe, qui va constituer le capital qui va être à la base de la révolution industrielle. C'est ce commerce-là qui va construire les États-Unis. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Non seulement ils vont arriver aux États-Unis, ils vont construire les États-Unis, ils vont construire l'Europe gratuitement. C'est-à-dire qu'ils partiront d'ici dans les conditions atroces. Oui. Ils vont arriver dans ces pays, ils vont construire ces pays gratuitement. Et qu'est-ce qu'ils vont laisser en Afrique? Ils vont laisser de la vieillesse, ils vont laisser des maladifs, ils vont laisser, comment je vais dire, que les souffreteux. Et on va emporter toute cette richesse de l'Afrique. Après ça, nous allons avoir les nationalistes qui vont être égorgés et nous aurons ce qu'on va appeler le drame, qui pour moi est un crime du même niveau que l'esclavage, de ce qu'on va appeler la colonisation. Après ça, véritablement, à partir du moment où eux, ils ont eu cette révolution industrielle, ils ont eu cette avance technologique, ils ont eu, comment je vais dire, que les bras de l'Afrique, non seulement pour leur sortir d'un véritable guêpier, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les mêmes Africains vont aller au secours des peuples européens qui aspiraient à être libres, en fait, leur donner, comment je vais dire, de leur force pour venir. Et là, vous voyez donc qu'il est difficile aujourd'hui, sur 60 ans, à la limite, 70-80 ans de construction d'une nation, de pouvoir avoir toutes les qualités. Est-ce que c'est ça qui divise justement l'Afrique? C'est ça qui divise l'Afrique. C'est ça véritablement. C'est ça véritablement qui divise l'Afrique, parce qu'on a imposé, nos nations sont nées relativement dans ce qu'on va appeler le crime. Prenons le cas du Cameroun. Comment naît l'institution, comme l'entité administrative, l'entité politique Cameroun? C'est un crime. C'est-à-dire qu'il naît à partir d'un traité entre Gustave Nachtigal et les chefs Sawa, mais en même temps, on égorge relativement Douala Mangabel, on égorge Martin-Paul Samba, c'est-à-dire que des gens qui voyaient en quelque sorte le développement de l'Afrique différemment. Oui. D'ailleurs, c'est de là que nous pensons que naît le droit international, parce que Douala Mangabel essayait de lire ce qu'on va appeler le traité germano-douala, mais c'est de la science politique. C'est le début de la mondialisation. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour? Je vais plus loin. Comment naît le Cameroun indépendant? Nous sommes le premier pays au monde à avoir, comment je vais dire, que deux parties de l'aire géographique du Cameroun qui vont avoir des indépendances relativement différemment. Mais
on va en payer le lourd tribut. Tout simplement parce que vous aviez des Camerounais qui expliquaient que nous pouvons penser notre développement de nous-mêmes. Nous pouvons voir notre façon de vivre de nous-mêmes. Et les 14 pays, en quelque sorte, de ce qu'on va appeler du précaré français, vont vivre en quelque sorte la même chose. En 1962, Sylvie Solène-Pio se plaignait déjà du fait que l'unité monétaire qu'on appelle le franc CFA, comment est-ce qu'on peut faire une économie dans un sous-compte d'opération logé au Trésor français? Et vous nous demandez relativement de donner de l'eau, de l'électricité, d'avoir de bonnes routes. Je l'ai toujours dit. La personne qui peut m'expliquer comment avec 5 000 milliards, il peut donner de l'eau, de l'électricité, c'est-à-dire je me convertis à lui. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Des espèces d'agrégés nous ont expliqué qu'ils peuvent le faire. Mais vous avez déjà, comment je veux dire, en Afrique, on récolte déjà énormément d'alternance. Ce n'est tout simplement pas possible. Vous ne pouvez pas avoir vos réserves de change, avoir le fruit de votre travail qui est confisqué, avoir 5 000 milliards d'économies et de budget et vous expliquer que vous pouvez donner de l'eau, de l'électricité. Les autres ont eu leur développement, leur richesse au prix du sang, au prix du crime, au prix, comment je vais dire, des abominations. On ne va pas revenir sur le passé pour véritablement créer et entretenir une haine entre noirs et blancs, mais cela s'explique sur le plan sociologique, cela s'explique sur le plan économique, cela s'explique même sur le plan anthropologique. Donc on peut expliquer cet art de l'Afrique. Je vais maintenant plus loin pour dire aussi que, effectivement, on ne peut pas tout mettre sur le dos des Européens. On ne peut pas accepter aujourd'hui, véritablement, qu'il y ait des Africains qui aient un réel plaisir à voir l'Afrique sombrer, comment je vais dire, dans un certain nombre de désastres. On ne peut pas expliquer que quand vous soyez responsable avec ces minuscules deniers publics, c'est-à-dire que l'argent de tout le monde, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le bien commun. On ne peut pas expliquer que nous soyons encore à ne pas véritablement aller dans une véritable envie de nous unir. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans vous unir? Vous prenez des pays européens. La France, à une époque, c'était la 50e puissance économique mondiale. L'Allemagne en était pratiquement la 4e. Vous aviez des pays comme l'Espagne, vous aviez des pays comme l'Italie, mais ils ont réussi à se dire que nous ne pouvons pas faire face aux nouveaux défis, aux nouvelles, comment je vais dire que, aux nouvelles rivalités entre États, si nous ne créons une véritable union politique. C'est ce qu'on demande à l'Afrique. Comment est-ce que des pays africains qui ont eu des frontières arbitraires, vous avez des pays en Afrique qui ont quoi? Qui ont 100 km². Vous faites comment pour affronter une union comme les États-Unis? Rien que la Californie, c'est pratiquement le 5e produit intérieur brut dans le monde. Je parle de la Californie, un État fédéré des États-Unis. Vous faites comment? Donc, on demande tout simplement aux Africains de pouvoir penser les plaies, de pouvoir s'inspirer des erreurs qui nous ont conduits à pouvoir être, comment je vais dire, que se retrouver dans un cul-de-sac dans le passé et de voir comment est-ce qu'on peut bâtir une Afrique nouvelle. Ça passe d'abord par une véritable union. Ça passe d'abord par se mettre ensemble. Ça passe d'abord par le panafricanisme, c'est-à-dire que qui est en quelque sorte l'émergence et comment je vais dire l'épanouissement de la race noire. Donc, voilà pour moi comment je peux comprendre cette histoire-là rapidement pour dire que il est très difficile avec ce que l'Afrique a vécu et avec les interférences du fait, comment je vais dire que des rapports de force qui ne sont pas tout à fait égaux, de dire que oui, dans la situation actuelle de nos États, on peut avoir le bonheur suprême. Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, vous avez suivi Bertrand Tatinda. C'est d'ailleurs une pensée que pas mal de personnes ont, mais je me pose toujours la question. L'Afrique connaît tout ce qui s'est passé dans le passé, le racisme, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Qu'est-ce qui empêche donc aujourd'hui à l'Afrique de se lever, de s'unir pour dire nous avons connu l'échec, aujourd'hui nous allons penser ensemble pour voir justement le succès? Mais écoutez, Steve, je voudrais vous dire 2 ou 3 choses par rapport à votre question. La première chose que je voudrais indiquer, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'émancipation sans révolution. Ça, il faut le noter comme ça. Il vous souvient que aux premières heures de la télé au Cameroun, il y avait des feuilletons qui passaient à la télévision nationale. Oui. Il y avait Racine, il y avait Mademoiselle et Isaora. Isaora et Mademoiselle parlaient des problématiques de l'esclavage. Et Racine parlait des problématiques de l'esclavage, de la traite négrière et de la déportation. Et lorsque vous regardez la psychologie des personnages de ces 3 feuilletons, il y en avait 3 types de psychologie. Vous aviez des forçats, vous aviez ce qu'on appelle les nègres de maison,
Et vous aviez des sortes de contremaîtres. Les forçats, très souvent, c'était des rebelles. C'est-à-dire, ils étaient là pour travailler, mais c'était des rebelles. C'est-à-dire, ils avaient leur corps était là-bas, mais leur esprit était en Afrique. Toujours. Vous aviez les maîtres de maison, c'est-à-dire les nègres de maison, qui évoluaient un peu en grade, et ils se prenaient pour des blancs. Et donc, comme on pouvait appeler les assimilés. Vous aviez de l'autre côté les contremaîtres qui appelaient les autres les négros, alors qu'ils étaient tous des esclaves. On se rappelle du capitaine Domato, ne vous inquiétez pas. Qu'ils appellent les autres les négros, alors qu'ils étaient eux-mêmes sont les négros, ils sont dans la même situation. C'était une posture, j'allais dire une attitude du maître qui consistait justement à les diviser. Et très souvent, le rôle justement du contremaître, c'était de surveiller les forçats, ceux qui avaient les velléités d'évasion. Nous restons dans le même casting actuellement sur le continent africain. Oui. Qui prend ses racines en presque 500 ans après. Qui prend ses racines en 1884. C'est lors du fameux traité de Berlin. Ça, c'est important de le dire, parce que lorsque vous imposez à tout un continent des frontières virtuelles, vous divisez les peuples, ça a forcément un impact. Bien sûr. Ça, c'est important de le préciser. Maintenant, pour entrer dans le contexte des indépendances, vous constatez qu'il y a eu une indépendance factice. Parce que il s'agit les luttes ont contribué à ce que cette indépendance soit, en tout cas que les colons soient obligés de nous accorder l'indépendance, en tout cas entre guillemets. Factice, ça il faut le dire. Factice, mais ils sont toujours là, à travers leurs contremaîtres, à travers leurs esclaves de maison. C'est ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, vous avez évoqué dans votre exposé les États-Unis d'Afrique. C'est ce fameux projet qui a été porté par les pères fondateurs d'ailleurs du panafricanisme. Non seulement par les pères fondateurs, mais surtout qui a été réapproprié par Kadhafi. Parce qu'au moment où Kadhafi meurt, il avait ce projet. Il avait ce projet du Fonds monétaire africain. Il avait ce projet des États-Unis d'Afrique. Donc c'était un vaste projet. Et il avait les moyens pour le faire. Il avait le culot pour le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les contremaîtres ont été en déphasage avec ce projet. Pendant qu'on y est... Et les nègres de maison sont restés sans rien dire. Sans rien dire. Alors, pendant qu'on y est, au moment où nous sommes en train de tenir ce plateau, il y a un pays frontalier au Cameroun qui est en train de construire une barrière. Une clôture au niveau de la frontière. Entre le Cameroun et ce pays-là. Je préfère ne pas nommer ce pays. Tout vient du Cameroun, c'est vrai. J'ai bien, pendant qu'on parle de l'intégration sous-régionale, pendant qu'on parle de l'intégration continentale, au moment où je veux parler d'un pays limitrophe au Cameroun qui est en train de construire une culture. Au prétexte qu'ils ont le pétrole. Alors, ça pose donc un problème. Ça pose un problème. Je vous dis une chose. Maintenant, pour revenir dans l'actualité, il y a un artiste ivoirien très engagé qui a justement dit dans l'un de ses albums, je crois, qui était titré Les Imbéciles, je crois, qui indique fort opportunément que les ennemis de l'Afrique sont les Africains. Il ne l'est plus, hein. Il est devenu très doux. Je ne sais pas, mais je situe sa chanson dans le contexte. Donc, je pense aujourd'hui qu'il nous faut une révolution, mais une révolution d'abord mentale. Il nous faut une révolution mentale, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons multiplier les exemples tels que je les prends, à profusion. C'est-à-dire que lorsque chaque fois vous avez eu un révolutionnaire qui a pris le courage de prendre l'initiative d'une révolution, il a été victime de quoi? D'un assassinat. Et qui tient l'arme? C'est l'Africain. Qui est le commanditaire? C'est son propre frère. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut d'abord une révolution mentale. Après ces révolutions mentales, il faut une révolution culturelle, parce qu'il faut qu'on nous enseigne notre histoire. Parce que l'histoire qu'on nous enseigne à la génération actuelle, nos enfants, à notre jeunesse, n'est pas l'histoire africaine, c'est l'histoire des autres. Souvenez-vous qu'il y a des enfants qui c'est la même histoire qui continue toujours à diviser les Africains. Malheureusement, parce qu'un peuple, c'est son histoire. La Chine a une histoire, la Russie a une histoire. Mais lorsque vous enseignez à votre jeunesse l'histoire des autres, ça crée des phasages culturels. La preuve, nous avons lu Les Mains Sales, c'est pas notre histoire. Nous avons lu nous avons lu Aimé Césaire, c'est relativement notre histoire parce que c'est un afro entier.
Germinal, c'est notre histoire. Maintenant, bon, il y a pas mal de livres d'ailleurs d'Africains qu'on a sortis, qu'on a enlevé justement. Black Boy, curieusement, ce sont les ouvrages qu'on a retirés. Le moment de Milita a été sorti, on ne sait pas pourquoi. Bon, Black Boy, c'est l'histoire c'est l'histoire africaine, c'est l'histoire de ces l'aventure en Africains déportés. C'est sorti également. Donc moi, je pense que il faut d'abord qu'il y ait donc ces deux révolutions mentales et culturelles, et ensuite, oui. Il va donc falloir avoir une révolution idéologique. C'est là où les politiques comme mon grand frère Tadjé sont interpellés, une révolution politique. Parce qu'aujourd'hui, que ce n'est pas sur le continent africain, lorsqu'il y a une élection sur le continent africain, d'abord ils sollicitent les observateurs internationaux, alors que la réciprocité n'existe pas. Deuxième chose, au bout de cette élection, il faut que Washington ou Paris adoube la victoire de ce candidat-là, pour qu'on accepte qu'il s'agit de... C'est une élection crédible. Ça, c'est de la bêtise, à mon sens. Donc, il faut donc cette révolution idéologique au niveau qui doit être portée par les hommes politiques. La quatrième chose qu'il faut indiquer, c'est que il faut donc justement que les nègres de maison se fassent violence. Parce que ce sont les nègres de maison qui constituent le problème. C'est ce que nous appelons les néocolonialistes. Ce sont notre problème, en fait, les nègres de maison. Oui. C'est-à-dire qu'ils répercutent exactement les méthodes du colon. C'est exactement ce qu'ils font. La preuve, c'est que, vous l'avez également indiqué dans votre prise de parole tout à l'heure, lorsqu'il y a un détournement sur le continent africain, ça ne contribue pas à développer, à investir localement. Ça va enrichir, ça va créer des emplois de l'autre côté. Là, ils n'en ont plus besoin. Là, ils s'occupent à d'autres choses, les parapentes, les voyages, les noces d'or, tout ce que vous voulez. Ils n'ont plus les mêmes besoins élémentaires que nous avons ici. Nous avons encore des besoins élémentaires, des hôpitaux, des écoles, tout ce que vous voulez. Donc moi, je pense que les nègres de maison doivent vraiment prendre conscience de ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont, comme ils ont également des projets de transposition sociale. Dans tous les cas, ces nègres de maison doivent pouvoir comprendre une chose. Ils sont au milieu d'un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple qui est majoritaire, qui a une vision d'autonomie. Et c'est important de le préciser. Parce que lorsqu'ils volent de l'argent, ils vont le cacher dans les coffres de leur maître. De leur maître. Et ça pose un problème. Ça veut dire qu'ils ne sont même plus avec nous. Ces nègres de maison ont plusieurs passeports dans leur poche. Ça pose un problème. C'est vrai. Donc ça c'est... Et ces nègres de maison ont plusieurs devises dans leur compte bancaire. Ça veut dire qu'ils sont totalement en déphasage avec nos aspirations. Eric Pepabika, vous avez suivi les uns et les autres. Moi, j'insiste sur le fait que l'ennemi de l'Afrique, c'est toujours l'Africain lui-même. Tout le monde est en train de revenir, en tout cas, sur ce sujet, même si je pense que vous n'êtes pas très d'accord avec cela. On a vu le cas, par exemple, avec l'étoutement de deniers publics. C'est pas l'Europe qui nous demande de le faire. Certains parlent d'ailleurs, comme Albert Anatola ici, de nègres de maison. Est-ce que ce sont les nègres de maison qui font en sorte que les Africains eux-mêmes, je parle par exemple du cas du Cameroun, soient divisés? Il faut préciser que l'expression nègre de maison vient beaucoup plus de l'ouvrage de Ferdinand de Paul Oyono, publié en 1956, où le personnage central c'était Meka. Il ne faut pas que les uns et les autres pensent que c'est une oui, c'est pas aujourd'hui que ça même à Léopold, c'est pas lui qui l'a créé. Non, en fait, je veux dire qu'il a énormément développé ça dans cet ouvrage-là, qui a été publié en 1956. Non, je pense que les thématiques comme celle-ci sont des thématiques assez complexes et assez transversales qui interpellent la conscience et la subconscience à la fois des Africains d'ici et d'ailleurs. Le problème de l'Afrique aujourd'hui est pluriel. C'est vrai qu'on a un passé très douloureux. Il faut toujours convoquer la période de l'esclavage. Bertrand l'a si bien tout à l'heure, avec 400 ans d'exploitation. Et il a également situé la pré-période de cet esclavage, c'est-à-dire la traite arabe, elle date du XIIe siècle. Ça veut dire 4 siècles après, on amorce la traite atlantique. Il faut également aller convoquer la colonisation. Il a évoqué tout à l'heure les effets de cet esclavage qui a été à l'origine de la première révolution industrielle qui était portée par l'Angleterre à l'époque. Nous sommes dans les années 1776, si je ne me trompe pas. Donc, ce passé douloureux-là, forcément, a fait aujourd'hui qu'on a des Africains qui ne se retrouvent pas à l'intérieur d'un monde qui est global. On a comme l'impression que pour qu'ils puissent exister, il faut qu'ils jouent les guillotines auprès de leurs frères pour pouvoir avoir droit
droit de chapitre à l'intérieur de cet espace. Je vais expliquer ça autrement. Moi, je continue à dire, on a beau dire, tirer sur les Européens, tirer sur les Africains, nous sommes un peuple aujourd'hui qui est hybride. Et si on n'intègre pas cela, on ne peut pas se relever. Nous sommes hybrides sur tous les plans. Parce que Bertrand tout à l'heure a dit, son habillement est une conséquence de la colonisation. Mais je vais pas aller plus loin. À l'époque de la civilisation égyptienne, est-ce qu'on s'habillait pas déjà? On s'habillait déjà, nous inquiétons. Hyper bien, on s'habillait très bien. La preuve en est convoqué un peu et consulté un peu les momies. Vous voyez comment les corps ont été embaumés. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être l'habillement a été modernisé, mais on avait déjà des pans de la modernisation de cet habillement-là. N'oubliez jamais que le père de la médecine moderne n'est pas Hippocrate, parce qu'il a échoué au concours pour avoir accès aux écoles de médecine moderne en Égypte. C'est Imhotep, qui est le père, oui. Voilà, Imhotep, autant pour moi, qui est le père de la médecine moderne. Donc il y a une sorte de vérité qui n'ont pas été mises sur la place publique, faisant croire forcément qu'aujourd'hui, tout vient de l'Europe, voilà, et que l'Afrique n'a absolument rien fait. On atteint ce stade-ci, c'est forcément l'Europe. Même la démocratie dont on convoque, elle est purement africaine. L'humanisme qu'on a l'habitude de convoquer, il est purement africain. Ce n'est pas une invention des Européens. Au contraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, ils sont venus apprendre au niveau des écoles africaines. Maintenant, si on dit qu'est-ce qui s'est passé, il faut dire que l'expression nègre des maisons trouvait tout son sens dans ce contexte-ci. C'est que 60 ans après les indépendances, qui pour la plupart ont été acquises de manière douloureuse, d'autres qui ont été acquises comme une lettre à la poste, ça veut dire qu'on avait choisi des collaborateurs et on les a accordé une pseudo-indépendance en espérant continuer à tirer les prébendes de la gestion de ces espaces-là. Les espaces en Afrique, on peut les citer à profusion. Il ne faut pas également, vous avez évoqué tout à l'heure le concept de l'ethnicité. Albert a situé ce contexte par rapport au traité à la seconde conférence de Berlin. Avec un élément important de cette conférence, une clause importante, le principe de l'Interland. En fait, c'est le principe de l'Interland qui a divisé l'Afrique dans ces 4 coins. On a parlé de la balkanisation de l'Afrique après la conférence de Berlin. Donc, dans cette ethnicité, on a fait croire aux Africains que il ne faut pas qu'on regarde les Africains sur le prisme de leur couleur de peau, mais qu'on les regarde soit sur le prisme de leur faciès ou de leur cerveau. Et à l'intérieur, donc, il y a d'autres ethnies qui sont plus intelligents, plus acceptés, plus intégratrices que d'autres. D'où le fameux clash entre Hutu et Tutsi au Rwanda. Mais en réalité, je l'ai dit, on a eu à le dire sur ce plateau. Il n'y avait en réalité pas de problème entre Tutsi et Rwanda et Hutu. Parce que par le passé, les Hutus et les Tutsis formaient un royaume qu'on appelait le royaume Urundi-Rwanda. Un vaste royaume qui avait pignon sur rue dans cette partie de la côte est, de cette partie d'Afrique de l'Est. C'était connu, avec des vestiges culturels qui sont restés et qui ont été transposés dans l'administration d'aujourd'hui. Mais on a fait croire à un moment que non. Ils sont tellement différents les uns des autres, si bien que les autres doivent devenir les maîtres des uns. Et ça donnait ce que ça donnait. Mais en réalité, la conséquence de cette guerre-là, c'était le repositionnement des États-Unis dans cette zone des Grands Lacs. À partir du moment où il y a un génocide en 1994, les États-Unis ont pris le contrôle de cette zone-là, qui est une zone immensément riche, et y a placé ses oripeaux en Ouganda, au Rwanda, ainsi de suite. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire que les Africains eux-mêmes, ils n'ont pas compris l'intérêt de pouvoir faire des analyses concrètes pour identifier qui est leur ami, qui peut leur permettre d'avancer, et qui est leur ennemi. Mais dans ce cadre, je l'ai dit ici, mercredi, nous sommes en guerre contre les autres. C'est le cas des États-Unis. Il n'y a jamais eu un racisme chinois aux États-Unis, ou moins, un peu moins. Il n'y a pas de racisme juif, d'antisémitisme juif aux États-Unis. Il n'y a pas un racisme contre les Hispaniques. Il y a un racisme contre les Noirs. Si bien que les autres aussi se sont ligués contre les Noirs pour les reléguer au bas de l'échelle. C'est la réalité. Bon, mais il y a également un racisme des Noirs contre les Noirs. On l'a démontré ici, et c'est une bêtise, une absurdité. Parce que déjà, vous représentez 13% à peu près des 350 millions d'habitants. Et vous trouvez la manie de pouvoir sélectionner. Et puis je peux excuser ce gars. Je reste sur le continent africain, monsieur. Parce que sur le continent africain, il y a justement ce racisme. Je peux excuser ce gars, parce qu'en réalité, ils ont un fondement historique qui est fondamental. Ils disent qu'ils sont aujourd'hui à cette situation aux États-Unis parce que
nos grands-parents ont vendu leurs grands-parents. En fait, c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qui fonde leur rejet des... on va revenir avec vous, ne vous inquiétez c'est ce qui fonde leur rejet des Afro-Africains. C'est une réalité. Pour ceux qui ont été aux États-Unis, ils savent que la colère des Afro-Américains face aux Afro-Africains réside sur le fait qu'ils disent que nos grands-parents ont vendu leurs grands-parents. En réalité, c'est limite à ça. Parce que tout à l'heure, Bertrand a essayé d'expliquer ça davantage pour montrer comment il s'est fait la sélection. Mais ce qu'il a oublié, c'est que les compteurs de commerce étaient détenus aussi par les Noirs. Là, on le dit souvent, ça fait mal. Donc, pour rester dans... Ça, il faut préciser que les compteurs de commerce étaient également détenus par des Noirs. Voilà. Et que c'était des Noirs également. On va nous faire comprendre que non. Voilà. Donc, les compteurs de commerce, la porte des étoiles, tout étaient détenus par les Noirs. Il faut qu'on le dise. Bon, pour rester dans notre contexte à nous, il est difficile aujourd'hui que les Africains continuent à se déployer comme ils sont en train de se déployer. Nous allons disparaître. Si on ne refait pas de refaire un check-up par rapport à nos relations qu'on a avec les autres, même à l'intérieur du continent, il est à la limite absurde de croire que si on fait plaisir, si on fait sourire un blanc, on devient automatiquement blanc. En fait, ou alors on devient son ami. Voilà. En fait, c'est ça qui guide un peu l'esprit du blanc. C'est-à-dire on veut être comme le blanc et on ne se fera jamais accepter par le blanc. Il est important pour nous de s'organiser. J'insiste sur l'expression organisation. Il est important pour nous de mettre... Albert pense plutôt à la révolution mentale. Oui, en fait, moi, on arrive à la... En fait, ce sont les mêmes expressions. Moi, au niveau de l'économie, on peut parler de l'ajustement. Mais il y a quelque chose qui est fondamental également à l'intérieur de tout ce qu'on peut relever et demander aux leaders africains. C'est de mettre des bases sur notre spiritualité. Parce que là aussi, c'est grave. C'est le seul peuple au monde qui n'a pas de guide. La seule communauté au monde qui ne dispose pas de guide. Les autres communautés en ont. Regardez l'histoire du Tibet avec le Dalai Lama. Il en existe depuis combien d'années maintenant? Il est installé sur une terre étrangère. Mais il continue à être vénéré par ces sujets qui sont restés encerclés au Tibet par les Chinois. C'est formidable. Mais la seule communauté au monde qui n'a pas de guide spirituel, c'est la communauté noire. Allez poser la question, pourquoi? Allez justement poser la question, pourquoi? Bertrand Tatinda, jusqu'à preuve le contraire, on a suivi les uns et les autres, on vous a suivi vous-même, mais on ne va pas également oublier que sur le continent africain, en Afrique, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent être vénérées par leur sujet. M. Bikaï a eu une démonstration extraordinaire. Sauf que j'explique quand même, je dirais à M. Bikaï que la responsabilité en fait des Blancs esclavagistes ne peut pas être mis au même niveau que véritablement certains chefs traditionnels dont on connaît les conditions ou certains Noirs. On ne va pas également oublier que l'histoire a été racontée justement par les autres. On va les amener à vendre d'autres Noirs. Et puis, bon, c'est généralement, comment je vais dire, que des auteurs blancs, c'est généralement, comment je vais dire, que des géopoliticiens blancs qui ont écrit l'histoire de la traite négrière. Et d'ailleurs, c'est un problème pour moi, parce que moi, je trouve que les Africains n'ont pas suffisamment expliqué la traite négrière de leur point de vue et des conséquences de cette traite négrière sur l'Afrique. On a comme l'impression qu'ils se contentent juste de dire que c'était un crime abominable. Mais c'est un crime abominable. Où est le problème? On peut arriver aujourd'hui même à expliquer, à démontrer que c'est un crime imprescriptible. Ça pourrait être même, comment je vais dire que un objet, une ambition fédératrice des peuples africains, du peuple noir, dans son entièreté dans le monde, et dire que nous allons véritablement faire le procès relativement de la traite négrière. Pourquoi on ne pourrait pas juger, en fait, même ceux qui ont pratiqué la traite négrière? Je vous rappelle qu'on va juger en quelque sorte Hitler. Il n'existait plus. On peut vous juger même quand vous n'existez plus. Il faut, à la limite, c'est la justice qui répare. C'est la justice qui répare. Il ne peut pas avoir de crime sans justice. Il n'y aura pas réparation, il n'y aura presque pas reconstruction. Je vous rappelle encore que jusqu'à quelques jours, vous avez relativement une organisation juive chargée de traquer tous ceux qui ont participé au génocide juif. Où que vous soyez dans le monde.
Il y a quelques mois, ils allaient attraper quelqu'un en Argentine. Le nom m'échappe un peu. On attrapait quelqu'un en Argentine. Parce que beaucoup de personnes ont changé de nom, ont changé, comment je vais dire, que de vie, ont changé de lieu et se cachent dans le monde. Vous avez encore quelques rescapés, comment je vais dire, du génocide juif. Les Juifs ont décidé de retrouver tout cela. Quel que soit le temps que ça prendra, c'est soutenu par l'État d'Israël, c'est soutenu par les États-Unis. Mais nous, on peut faire la même chose. De remonter la mémoire de ceux qui ont inspiré la traite négrière et de faire un jugement. Le jugement peut être fait où? Le jugement peut être fait à l'école. À l'école. C'est-à-dire que enseigner à nos enfants véritablement ce que véritablement a été la traite négrière de par notre point de vue. Et qui en étaient les auteurs. Et qui en étaient les auteurs. Ce n'est pas suffisamment fait en Afrique. Parce que je vais juste ajouter de là à votre moulin, juste pour une minute. À l'intérieur de cette histoire de la traite négrière, il y a des pays pliés. Il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a la France, la Hollande, il y a la Hollande, il y a la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Ce sont les pays qui, vous n'aimez pas cette question, qui se sont sucés les doigts par rapport à la traite négrière. Et se sont considérablement enrichis. Comment aujourd'hui, on ne peut pas poser ça sur la table et demander véritablement... J'aime pas réparation, parce que réparation, ça ressemble à une forme de quémanderie. Mais relativement, juger la mémoire des principales personnes qui ont été à la base de cette histoire. La deuxième des choses, c'est cette histoire de nègres de maison. C'est un véritable drame. Parce que, fléau. regardez relativement, nous sommes la seule communauté, le seul peuple qui aimons dénigrer les nôtres chez les autres. Nous avons des problèmes d'ordre politique dans nos pays. Nous avons énormément d'insuffisances. Il ne faut pas vivre au Cameroun un an pour se rendre compte véritablement des problèmes que nous avons. Mais regardez comment les Noirs se comportent en Europe quand il s'agit de parler de leur pays, quand il s'agit en quelque sorte d'indexer leurs dirigeants, quand il s'agit de parler de leur mémoire, quand il s'agit même de parler de notre culture. Vous avez des Noirs en Europe qui crachent sur leur culture, qui sont en Europe, qui crachent sur leur culture. Je vous donne un exemple. Il y en a également sur le sol africain. Je ne cite pas la communauté, mais vous avez une communauté en Europe où on se sent bien, on se sent véritablement intégré quand on se blanchit la peau. Quand on se blanchit la peau. C'est-à-dire que on mange beaucoup de semoule, on va prendre les produits éclaircissants européens, on a un gros ventre, on porte relativement, on vit dans le foyer à 40 km de Paris, dans une chambre de bonne à 300 € qu'on ne paye jamais, on va s'acheter Weston, on met le costume, on se blanchit la peau et on envoie les photos au pays. Franchement, vous connaissez un Asiatique qui le fait hors de Chine? Je vous ai dit que j'ai discuté ici avec un Chinois en face de Central Voyage. Je lui ai demandé pourquoi je t'ai jamais vu avec un pantalon. Il va me répondre, j'ai pas de moyens. Je vais lui expliquer que, mais tu ne trouves pas que tu es un sacrifié de la révolution de Chine? Pourquoi Xi Jinping, il n'a pas fait ton bonheur? La Chine aujourd'hui, c'est la première puissance économique du monde. La Chine produit le maximum de richesses et en termes même d'exportation de richesses. Pourquoi toi, tu ne te plains pas? Moi, j'ai accès dans les médias. Tu veux que je t'amène dans des médias pour que tu cries ta colère vis-à-vis? Il a failli ne plus m'adresser la parole. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit son objectif, c'est réussir à s'intégrer suffisamment au Cameroun, ouvrir un magasin au Cameroun et importer ses marchandises de Chine. Ça veut dire que quel que soit le Chinois que vous trouvez dans le monde, en quelque sorte, c'est un agent commercial de la Chine. C'est pareil pour les Africains. Je vous rappelle quand même que le peuple juif s'est construit avec sa diaspora. La Corée du Sud s'est construite avec sa diaspora. L'Europe, les États-Unis, en quelque sorte, tout le monde en fait s'est construit avec sa diaspora. Ou en fait a mis des canaux de liaison et de relais avec leur diaspora. Mais nous sommes le seul peuple, nous ne l'avons jamais vu, qui allons et qui voulons déshabiller nos dirigeants. Quand Karim H expliquait que Bokassa mangeait de la chair humaine, ça n'a pas fait un tollé auprès des Africains. Beaucoup d'Africains, en quelque sorte, ont adhéré à cette thèse et craché sur le patriarche Bokassa. Donc on en est encore dans des histoires où on peut nous manipuler, comme l'a dit M. Haïssi, pratiquement pour rien du tout. Et enfin, je termine, comme M. Haïssi a dit, on ne pourra pas avoir le bonheur véritablement sans se faire violence et se faire en quelque sorte une révolution, sans avoir le prix véritablement d'une révolution. Je suis d'accord. Albert Anatola, ici, moi je reste sur le continent africain. Jusqu'à preuve de contraire, on a toujours des Africains qui veulent à un moment donné assujettir d'autres Africains. On le voit dans les familles,
on le voit dans les communautés, on le voit dans les villages, des Africains qui veulent assujettir d'autres Africains. Et même quand vous brillez énormément, la seule chose qu'ils attendent de vous, si ce n'est pas la mort, c'est que vous échouiez. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rectifier un peu ce que Eric Pépin-Bika disait tantôt. Je pense qu'à un moment donné de son histoire, l'Afrique a eu un guide qui a été assassiné, il faut le préciser. Mouammar Kadhafi était un guide. Non, il faut laisser ça. Non, il veut être un guide. Il y en a qui l'ont peint comme dictateur. Kadhafi l'ont peint comme dictateur. Kadhafi s'est retourné vers les négros, excuse-moi l'expression, après les années 2000. Il faut qu'on se comprenne. Et depuis 1969, Kadhafi ne s'est pas montré aux côtés des négros. D'après manière, il a fait combien de guerres avec le Tchad sur la région de Tibet. Il faut qu'on arrête ça. Kadhafi n'a jamais été un guide africain. Il faut contextualiser. S'il vous plaît, M. Bika, il faut contextualiser mon propos. Il a été démon avant, parce qu'il était collabo avant. Seuls les imbéciles ne changent pas. Même lui aussi, il a changé. Il a été collabo, mais quand il a pris conscience qu'il n'était... Là-bas, on l'utilisait comme collabo, et qu'il fallait qu'il s'intègre dans son continent, il a fait. Il a commencé à poser les actes. Moi, je préfère prendre l'histoire de ce côté-là. C'est le meilleur de lui. Donc, je pense également que... Et la preuve, c'est que sa disparition a créé un préjudice. C'est-à-dire que ça se ressent. Par rapport au projet dont il était porteur. On ne peut pas se le nier. Maintenant, pour revenir à votre question, Steve, je crois que tout à l'heure, j'ai parlé d'une révolution mentale et culturelle. Oui. Il s'agit que souvent, la plupart des individus qui se comportent ici sont des complexés. Ils sont des complexés. Les personnes qui ne veulent pas le bonheur des autres, ça il faut également le dire. Les gens qui ne veulent pas le bonheur des autres. J'y arrive. C'est sur le continent africain qu'on voit ça. Même chez les blancs. Attendez, il y a un côté il y a une image de la société occidentale qu'on ne vous présente pas. Hein. Même entre eux, ils ne font pas de cadeaux, ça il faut le se dire. Mais quand ils ont un adversaire commun, ils se mettent ensemble. De préserver les intérêts. Oui, quand ils ont un adversaire commun, ils se mettent ensemble. Mais quand c'est entre eux, je crois que vous avez l'habitude de suivre certaines chaînes qui nous parlent des crimes crapuleux qui sont commis par des blancs contre des blancs parce qu'il y a des jeux d'intérêt qui sont en jeu. Donc moi je pense que dans le contexte africain, puisque vous voulez qu'on reste dans le contexte africain, vous avez donc des individus qui sont complexés parce que c'est des arrivistes qui veulent absolument qu'on se mette carrément à genoux. Moi, j'ai assisté à une image, à une scène qui m'a scandalisé. Oui. Un octogénaire qui a sollicité la charité d'un nouveau riche, appelons-le comme ça, et pour donner, justement pour accorder sa charité à ce octogénaire, vous savez ce que le nouveau riche a fait? Il a jeté les billets de banque à terre, il a demandé à ce papa de ramasser ses billets de banque. Vous trouvez cela normal? En Afrique, c'est quelqu'un qui est bien éduqué. Mais puisque, comme l'octogénaire était en détresse, il a été dans l'obligation de s'agenouiller et de ramasser cet argent. Même si moi, je devais ramasser. Et ça, il faut le dire, c'est une réalité. C'est une réalité. Je l'ai vécu. Et c'est sur le continent africain. Et c'est sur le continent africain et au Cameroun. Donc moi, je veux dire une chose, c'est que il faut, vous savez, une révolution, c'est un long processus. Elle peut ne pas être politique, elle peut ne pas être violente, mais il faut une révolution, absolument une révolution. Et cette révolution, ça va aussi au niveau de l'éducation. Parce que, tout à l'heure, j'ai indiqué que les... Oui, absolument, parce que, tout à l'heure, l'éducation d'abord de nos enfants, qu'on enseigne aux enfants notre histoire. Et ensuite, l'éducation même des populations. Et ça, c'est le rôle et des anciens que vous êtes, M. Pépin, et des politiques comme M. Tachinda, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les masses. Ça, c'est important. Si on n'a pas franchi cette étape-là, ça ne marchera pas. On aura fait, dans 5 siècles, on reviendra sur le même plateau, on sera confronté au même problème. Absolument au même problème. Deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée des conditions qui puissent permettre à notre diaspora d'être efficace et surtout d'être utile sur le continent africain. Oui. Ça, c'est important. Là, tout à l'heure, le grand frère Tandjin l'a démontré. Savoir que les États-Unis, de manière globale, l'Europe de manière globale, s'est construite sur le sang des Africains et surtout sur la rapine. Justement, messieurs, il y a également le problème du tribalisme qui divise également.
On était dans le racisme, le tribalisme, le développement. Le tribalisme aujourd'hui divise également. Oui, mais surtout le tribalisme d'État. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le tribalisme fait partie des outils... Toujours sur le continent. Sur le continent africain, fait partie des outils de la gestion des pouvoirs. Et vous allez vous rendre compte que cet outil est toujours sorti lorsque les intérêts d'un certain nombre de leaders sont mis en minorité. J'ai toujours en mémoire la récente indépendance du Soudan du Sud. Ouais. Je pense que c'était en 2009, si je ne me trompe pas. Et tout le monde avait dit, ok, voilà pour une fois un pays africain également qui se détache un peu d'une domination très longue d'un État central qui ne tenait pas compte de ses aspirations. Mais je pense qu'on n'a pas fait 2 mois pour qu'on se rende compte qu'il y a une bataille fratricide entre Riek Machar, qui était le vice-président, et Salva Kiir, qui était le président. Mais en réalité, cette bataille ne s'est pas arrêtée à ce niveau. Cette bataille s'est transposée au niveau de leurs tribus respectifs. C'est-à-dire, je prends des Dingars pour Riek Machar et j'ai oublié pour Salva Kiir. Jusqu'à présent, les gars sont en train de se battre. Pourtant, l'autre est présent de l'autre côté, l'autre est également présent de l'autre côté. Les gars sont en train de se battre. Le pays le plus grand, l'un des pays les plus grands d'Afrique. La tribalité dans la bataille. Pour rester dans notre contexte, je ne connais pas un pays en Afrique qui ne repose pas sur la tribu. En fait, qui ne fonde pas son pouvoir sur la tribu. Je peux m'aller plus loin dans le cas du Cameroun en disant que qui est tribaliste, qui ne l'est pas. Parce qu'en réalité, quand nous sommes dans l'espace public, on dit non, je ne suis pas tribaliste, mais tu viens de quelque part. Et quel qu'en soit les cas, tu travailles avec prioritairement les gars qui viennent de chez toi. C'est une sorte de tribalité que tu exprimes. Parce qu'en réalité, un homme qui n'est pas tribal, c'est celui qui va au-delà de ses intérêts communautaires, qui recherche le bonheur de tout le monde. Au-delà, parce que c'est un peu ça. Parce que, comme on dit souvent, papa bonheur ne peut pas se limiter seulement à rechercher du sourire au sein de sa communauté. Étant donné que, même si vous mettez sur ce prisme-là, on n'hésitera pas à dire de toi que tu n'as rien fait. En quelques secondes, allons-y. Par contre, lorsque tu recherches le bonheur de tout le monde, c'est monsieur tout le monde qui viendra dire voilà ce que ce monsieur a pu faire chez nous. Donc, le tribalisme aujourd'hui peut être un cancer pour l'existence de nos États. Et il faudrait que ceux qui s'appuient sur cet élément-là comprennent que ça ne peut que produire le malheur. Ça ne pourra pas produire le bonheur. On a beau mettre ses frères à des positions stratégiques, mais ça ne permettra forcément pas d'arriver au résultat que nous voulons. Le premier résultat que nous voulons atteindre, c'est au-delà du bonheur de nos populations, c'est le respect des autres. Et tout à l'heure, Albert parlait de Mohamed Kadhafi, guide. Mohamed Kadhafi, c'est que j'ai parlé d'un guide noir. C'est différent. Mohamed Kadhafi n'est pas un noir. C'est un arabe. C'est un Africain. C'est un Africain. Non, mais on n'a pas les mêmes origines. Voilà encore une autre division. Non, en fait, c'est juste pour lui. Il était noir, lui, il était blanc, moi je suis noir. On connaît. Ne faisons pas comme si nous sommes hypocrites. Finalement, on connaît la nature des relations. On connaît la nature des relations qui unissent le noir africain avec le noir maghrébin. Ils nous appellent cousins, même en Europe. Ils ne sont pas solidaires de nos batailles. Ils sont contents. C'est toujours la division. Voilà, nous sommes d'accord. Ils sont contents du fait que le blanc nous relègue à ce poste-là. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas de problème à avoir accès à un certain nombre d'avantages. Créer une société, à faire des transactions financières, ainsi de suite. Mais nous, on a tous les problèmes du monde. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un tribalisme asiatique, ni maghrébin, ni arabe en Europe. Il y a un tribalisme noir. Donc, jusqu'à peu le contraire, vous avez quand même souligné que Mohamed Kadhafi, lui, il était blanc, vous êtes noir. Non, c'est un blanc, c'est un arabe, un sunnite arabe. Mais c'est un Africain. Non, j'ai dit ceci. Je répondais à la question. Je vous ai suivi à nous ignore. J'ai parlé d'un guide spirituel noir. Rien à voir avec le concept de tribalisme dont je suis allé développer. C'est tout autre chose. Bon, messieurs, nous sortons rapidement de ce débat. Il y a également la jalousie pétrante à Tinda. Oui, il y a la jalousie qu'il faut également préciser. La jalousie, ce sont les conséquences, comment je vais dire que de la manipulation et de comment je vais dire que des interférences même étrangères dans nos affaires. C'est-à-dire, vous savez que la France, je donne le nom du pays, la France adore ça. C'est-à-dire qu'opposer les uns aux autres. Quand ils mettent le président Ahidjo au pouvoir, ils expliquent au président Ahidjo, faites attention au peuple de Grassfield, eux ce sont, comment je vais dire, et au peuple Bassa, eux ce sont, comment je vais dire, les maquisards. Vous savez, les gens du centre et du sud sont soumis. Vous pouvez gouverner ensemble, d'où dans l'esprit de certains illuminés
camerounais, un axe nord-sud pour la gestion du Cameroun. Et la France adore ça, parce que quand elle arrive à voir les groupes sociologiques s'opposer comme ça, elle promet le pouvoir à chacun, en même temps, elle positionne ses intérêts. Donc, si l'Africain veut rester, comme je dis, Africain veut rester idiot, on fait comment des Africains qui veulent rester idiot? Et l'égoïsme également, Albert Anatole ici. Écoutez, l'égoïsme, je pense que c'est tout ce que vous évoquez, la jalousie, le tribalisme, l'égoïsme et la division, le détournement de deniers publics. La jalousie, l'égoïsme, ça fait partie de la nature humaine. Oui. Tout à l'heure, dans mon coup de gueule, j'évoquais en filigrane ces travers, n'est-ce pas, de notre comportement. Donc, ce n'est pas une singularité africaine ou camerounaise, c'est une singularité universelle. C'est-à-dire la jalousie, l'égoïsme. Non, on a l'impression que ça a été fabriqué en fait par les Africains. Non, ça disons-le comme ça, fabriqué. Non, disons que nous, pour dire vrai, la plupart des travers que nous avons sur le continent africain nous ont été apportés parce que, d'une manière générale, l'Africain ne sait pas manger. C'est la conséquence de l'esclavage, du colonialisme. Écoutez, est-ce que l'Africain, dans votre jeunesse, est-ce que vous savez manger dans un plat? Vous savez manger dans un plateau, mettez à manger, tout le monde mettait la main. C'était qu'on partageait tout ensemble. Mais c'est avec la culture des autres qui nous ont apporté, que nous avons appris à manger avec la cuillère, la fourchette dans un plat. Dans un plat, chacun son plat. Chacun son plat, il le met devant soi, et puis voilà. Ça, manger dans un plat, ça rentre pas dans notre culture. On met aller à l'ouest, par exemple, aller au Grand Nord, on met la nourriture dans un plat. Tout le monde s'assoit sur la natte et tout le monde met la main dans le plateau, dans l'assiette. Est-ce que cette culture de manger celle dans non, c'est pas notre culture ça autant pour moi. Donc moi je pense que ce que vous évoquez, ça rentre, n'est-ce pas, dans ce sont les conséquences de notre culture. Mais je voudrais, pour redevenir sérieux, je pense que il est essentiel. Et ça c'est important parce que nous sommes, tout à l'heure, Eric l'a indiqué, nous sommes désormais un peuple hybride. Et je l'ai souligné également tout à l'heure, à grands traits d'ailleurs, la Chine, partout où le Chinois part, il voyage avec sa culture. Partout où le Russe part, il voyage avec sa culture. Partout où le Juif part, il voyage avec sa culture. Il n'y a que le Noir qui laisse sa culture. Mais est-ce qu'il y a une culture noire? Il n'y en a pas. Moi, c'est ma grande interrogation. Messieurs, je vous dis merci en tout cas d'avoir été là ce matin, Eric Pépin Vikaï. On continue en tout cas avec ce sujet qui intéresse d'ailleurs pas mal de Camerounais parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'Afrique peut se réveiller, si un temps soit peu, les Africains ne sont pas contre eux-mêmes. Il faut les nouveaux dirigeants pour l'Afrique, pour qu'on essaie un peu de pouvoir être à la hauteur des défis de ce monde. Pour ajouter un peu de l'eau à l'explication d'Albert tout à l'heure. Oui. Au Mali, par exemple, on dit le Mali est pauvre. Le Mali est pauvre, mais le Mali est riche. Parce qu'ils ont un concept où, lorsqu'il faut manger, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. On met la nourriture dans une cuvette, même le dernier passant qui est sur la route, il vient. Ça a toujours été comme ça sur le continent africain. Donc, mais par contre, dans notre espace à nous, chacun veut manger sur son plat. Bertrand Datinda, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Compliqué. Disons qu'on se fait une révolution mentale, on essaie de se serrer les coudes, on travaille à se bâtir une véritable union de sincérité et on se projette véritablement dans ce que je peux appeler véritablement la vision pour pouvoir développer la paix. Et surtout, on s'imprime du panafricanisme. C'est le nationalisme qui développe. Albert Anatole ici. Écoutez, je pense qu'avant de me poser cette question, j'avais à donner un certain nombre d'éléments de réponse, savoir qu'il faut une révolution mentale, il faut une révolution culturelle, il faut une révolution politique, mais surtout il faut une prise de conscience, parce qu'il ne faut pas qu'on se limite sur les plateaux de télévision comme nous le faisons, mais il faut que ce qui est dit sur les plateaux de télévision soit implémenté sur le terrain. Et justement que ceux qui nous regardent puissent également le mettre en pratique. Eric Pépin Vikaï, Alain Tolaïzi, Bertrand Datinda, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour recevoir d'ailleurs l'homme maître, l'homme de droit. Mettez bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour, merci de me recevoir une fois de plus sur votre plateau. Je vais bien, je vais très bien. Le week-end commence bien? Oui, assez calme, donc ça va. On verra tout à l'heure en tout cas. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous si vous venez nous rejoindre. Tout de suite et maintenant, voici Au cœur du droit.
Théo Yom, c'est notre invité d'ailleurs de ce matin. Alors dites-nous, Maître Yom, c'est quoi le tribalisme? On en parle tellement ces derniers temps-ci, hein? Le tribalisme, encore le tribalisme, il y a toujours le tribalisme. Alors, le tribalisme peut avoir plusieurs définitions. Oui. On peut s'arrêter simplement à ce que disait M. Pépin Bécaye tout à l'heure, c'est-à-dire que le tribalisme peut être considéré comme cette volonté permanente de donner un avantage exclusif à tous ceux qui sont originaires de sa tribu, à l'exclusion des autres. Oui. Cette façon aussi, éventuellement, de stigmatiser ceux qui viennent d'une autre tribu. Donc, ça peut être un ensemble de facteurs. Cependant, avec l'exacerbation des propos, on va dire, de tribalisme sur Internet, sur les réseaux sociaux, le législateur camerounais a dû prendre un acte pour essayer d'encadrer, en fait, tous ces propos-là et d'essayer de juguler un peu ce qu'on peut considérer comme le tribalisme au Cameroun. Donc, pour le législateur camerounais, avec la modification du code pénal par la loi de décembre 2019, le tribalisme, c'est l'incitation à la violence ou à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personnes simplement parce que cette personne ou ce groupe de personnes appartiennent à une tribu. Est-ce que c'est condamnable? Oui, alors, notre code pénal n'avait pas de dispositions précises sur le tribalisme avant la loi de 2019, comme je viens de le dire, de décembre 2019. Alors, la loi de décembre 2019 prévoit jusqu'à 2 ans de prison et 3 millions d'amendes. 2 ans de prison et 3 millions d'amendes, oui, pour cause de tribalisme. Voilà, pour toute personne qui, comme je le disais tout à l'heure, incite au tribalisme. Incite au tribalisme, à des propos ou un comportement qui incite à la violence ou à la discrimination d'un certain nombre de personnes simplement en raison de leur appartenance à une tribu. Admettons une admission que dans une entreprise, on ne trouve qu'une seule et unique tribu. Alors, maintenant, c'est une question de fait. C'est-à-dire qu'il faut examiner tout ce qui se passe dans cette entreprise-là. A priori, un chef d'entreprise... Au Cameroun? Oui, a priori, un chef d'entreprise a son entreprise. C'est quelque chose de privé. Et donc, en principe, il est supposé y faire à peu près tout ce qu'il veut tant que ce qu'il fait reste dans la légalité. Oui. Maintenant, il peut arriver que l'on identifie dans cette entreprise des comportements qui sont des comportements qui poussent à l'exclusion d'autres personnes. À partir de ce moment-là, dès lors qu'il y a des éléments qui sont mis ensemble et qui sont concordants et qui montrent que cette entreprise-là pratique ce type de tribalisme, alors il y a des choses qui peuvent être faites par toute personne qui a intérêt. Comme quoi, par exemple? Comme dénoncer, comme déposer plainte, comme saisir le procureur de la République. Il faut savoir qu'en matière pénale, le procureur de la République peut s'auto-saisir lorsqu'il constate que un certain nombre de personnes commettent une infraction. Même par simple dénonciation, le ministère public peut s'auto-saisir lorsqu'il y a une infraction. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans la sphère privée qu'un élément de tribalisme ne peut pas être porté devant les juridictions ou devant les institutions qui sont supposées réprimer ce type de choses. Il faut aussi savoir que pour certaines entreprises qui sont dans des domaines particuliers, il y a des régulateurs qui peuvent, même si elles ne peuvent pas appliquer directement la disposition du code pénal, parce que ça c'est de la prérogative du ministère public, elles peuvent exercer, prendre des sanctions qui vont à l'encontre de certaines entreprises. Est-ce que le législateur au Cameroun n'a pas prévu justement, quelque part, que dans chaque entreprise, il doit y avoir justement cette cohésion sociale, cette cohésion en fait avec les tribus? Alors non, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas une loi qui précise que dans une entreprise publique ou privée, il faut absolument qu'il y ait tel nombre de personnes venant de cette tribu ou de cette partie du Cameroun. Il y a dans les entreprises publiques une loi non écrite. Une loi non écrite? Oui, une loi non écrite qui voudrait qu'on fasse une sorte d'équilibre régional. C'est une notion sur laquelle moi-même j'ai des réserves. Mais disons qu'il y a des lois non écrites dans les entreprises publiques qui voudraient qu'il y ait un certain équilibre. Un peu comme la loi écrite, cette fois-là, qui régit les concours
et admission dans les grandes écoles publiques, qui voudraient que, voilà, en fonction des régions, il y ait des quotas. Dans des entreprises également publiques, je veux dire, il y a des lois non écrites qui voudraient qu'il y ait des équilibres qui soient faits au niveau des tribus, un peu comme ce que vous observez dans les ministères. Il n'y a pas une loi qui dit que le ministère des enseignements secondaires est réservé au Bassa, mais on se rend bien compte que depuis plusieurs années, ceux qui y sont, voilà, appartiennent à une tribu. Il n'y a pas une loi qui dit que, voilà, tel ministère appartient à telle tribu, mais on se rend bien compte que au fil des années, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Voilà, les personnes qui appartiennent à une certaine tribu, voilà, sont à la tête de ces ministères ou les secrétaires généraux dans ce ministère. Donc, ce sont des lois qui ne sont pas écrites, mais qui sont appliquées. Habitant d'une admission qu'une entreprise, par exemple, qu'elle soit publique ou privée, fasse par exemple, un appel à candidature pour les besoins de ses services. Et que pendant qu'on est en train de faire cet appel à candidature, on a une liste de personnes qui ont déposé leur dossier, qu'on appelle. Mais malheureusement, lorsqu'on a besoin de retenir, on ne retient que les personnes d'une certaine tribu. Oui, mais là encore, il faut aller retrouver les critères de sélection. Oui. Il faut aller voir. Ça me rappelle le scandale qu'il y a eu à une époque à l'Institut catholique, à l'Université catholique. On va revenir, de Yaoundé. Des gens se sont plaints. Il n'y a que des noms qui viennent d'une certaine tribu. Écoutez, dès lors qu'une institution privée, en l'occurrence, a posé ses critères et dit, OK, pour ce poste-ci, je veux des personnes qui ont tel critère, la tribu ne peut pas être invoquée par ceux qui n'ont pas été retenus comme étant le critère primordial qui a permis que d'autres soient recrutés. À l'occurrence, pour la Cato, de ce que je sais, le recrutement se fait par un concours. Il y a des notes qui sont prises, il y a des éléments plutôt objectifs, à mon sens, qui sont considérés. Et donc, sur cette base-là, on recrute un certain nombre de personnes. Et voilà, si ceux qui ne sont pas recrutés se plaignent parce qu'ils n'appartiennent pas à une certaine tribu, il faudra prouver que les critères objectifs n'ont pas été pris en compte, mais que c'est le critère tribal plutôt qui a été pris en compte. Ça, c'est un peu plus difficile. Ça se trouve également, par exemple, dans des municipalités. Comment ? Dans des municipalités, on trouve par exemple que le maire qui est là, parce qu'il est là, eh ben, les personnes qui sont autour de lui sont strictement les personnes qui viennent de sa tribu. Oui, oui. Mais une remarque a été faite d'ailleurs depuis belle lurette, il faut le dire. Dès lors qu'une partie se sent discriminée, exclue de la gestion des affaires publiques, elle a tout intérêt à porter ses réclamations vers qui de droit. Que vous pouvez prouver que vous avez été exclu en raison de votre tribu. Il faut bien le dire. Vous avez la preuve que vous avez été exclu de la gestion des affaires publiques en raison de votre tribu. Vous avez tout à fait le droit de vous baser sur les éléments légaux que j'ai cités avant pour saisir qui de droit. Mais justement, il y a ce problème qui se pose pour les Camerounais. Il y a quelqu'un qui m'écrivait encore hier pour me faire savoir que parfois, il y a des preuves, mais ces preuves devant, par exemple, les personnes comme vous ne sont pas écrites. Et vous vous attendez toujours à des preuves écrites, à des preuves tangibles, mais parfois, dans ces cas, il n'y en a pas souvent. Alors, lorsqu'il n'y a pas de preuves écrites, lorsqu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'enregistrement sonore, il n'y a pas ces choses-là, c'est difficile. Sauf que des fois, on peut analyser une situation et recueillir des éléments concordants, des éléments de fait concordants qui montrent clairement qu'il y a une discrimination à l'égard de quelqu'un ou d'autres tribus. Par exemple, vous évoquez tout à l'heure le cas d'une collectivité territoriale décentralisée. Si on se rend compte que vous êtes Ewondo, vous le maire, et que tous les postes de votre municipalité ça arrive également dans les ministères, sont occupés par les Ewondo, ça pose un problème. Et dès lors que quelqu'un qui a voulu se mêler à la gestion de la chose publique s'est vu exclure, cette personne peut tout à fait démontrer avec tous ces faits concordants qu'il y a une discrimination. Et je puis vous assurer que dès lors que vous dénoncez quelque chose comme ça, même s'il n'y a pas une action publique forte
qui est faite. Je vous assure qu'il y aura des changements, même si ces changements ne sont pas publiés. Maître Théom, je vous dis merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Merci vraiment de prendre de votre temps pour nous expliquer justement ces choses qui touchent d'ailleurs le quotidien des Camerounais et surtout des Africains. Vous nous avez dit que c'est 2 ans de prison avec... maximum 2 ans de prison et 3 millions d'amende si vous êtes reconnu coupable de tribalisme. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et surtout, de belles choses à vous. Nous allons également dire un bonjour spécial à Madame Élise Nambo qui nous regarde du côté de Deido, fidèle téléspectatrice de DBS Matin. Eh bien, à vous également qui êtes à la maison, je vous souhaite de passer une très très belle journée et surtout un très bon week-end. N'oubliez surtout pas, nous sommes Africains, nous sommes Camerounais, nous devons nous entraider, nous devons justement nous serrer les coudes, comme le disait d'ailleurs quelqu'un. Nous devons nous serrer les coudes pour qu'ensemble nous puissions émerger, grandir, prospérer et aller un peu plus loin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition d'DBS Matin. Restez sur DBS et bien l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée, bon week-end et à lundi.